Bonjour à tous. Bonjour à toutes. On vous propose donc une conférence sur le thème de la puissance du « et ». Avec un format un petit peu particulier, puisque dans la première demi-heure, on va faire un format théâtral. Donc on sera entre guillemets, et puis en mode théâtre-théâtre, c'est-à-dire quatrième cloison, pas ou peu d'interaction. Et puis dans un deuxième temps, les 20-25 dernières minutes, là pour le coup, on sera en interaction avec vous et on proposera d'échanger, de participer. Corinne, je ne sais pas si tu veux dire deux mots sur toi. Qu'est-ce que je peux dire? Bonjour. En fin de compte, moi j'interviens dans les entreprises pour booster la créativité. Et donc, à l'image de Damien qui s'est présenté ce matin du milieu de l'Indus, moi je ne suis pas du tout issue du milieu de l'agilité. Et ce qui me passionne effectivement, c'est d'être dans ce travail du collaboratif et du collectif, et de pouvoir rencontrer aussi d'autres univers tels que le vôtre et de partager aussi nos expériences, et véritablement se positionner comme des passeurs d'expériences. Et donc c'est ce qu'on va aussi partager avec vous, sur ce prisme de la créativité en entreprise. C'est un peu la même chose pour moi. Ça fait 4-5 ans que je viens ici et je suis plutôt comme Damien aussi, comme Corinne, de l'extérieur, on va dire. J'ai un passé d'informaticien industriel, mais je n'ai jamais pratiqué. J'ai juste le diplôme. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt le premier principe, c'est les individus et leurs interactions à la place des processus et des outils. Et c'est ce sur quoi on a envie de partager des choses avec vous sur ce qu'on a vu avec Corinne dans les entreprises et sur ce qu'on en a déduit et d'où on a envie de partager. Voilà. Tu vas ? C'est parti. Vous êtes prêts ? Donc c'est parti. Alors, pardon, oui, les sponsors. Merci aux sponsors sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Merci à toute l'équipe des Bleus qu'on a remerciée tout à l'heure. Merci à eux. Ah, bah écoute, Christophe, ça fait du bien de se retrouver. Hein. Ça fait longtemps qu'on avait dit qu'on allait boire un verre ensemble à ce super nouveau café Zenica. Ouais, bah écoute, merci. Ah, ça fait du bien, ouais. Oh, il est fraîche. Bah, merci d'avoir insisté, surtout parce que tu l'as vu, hein, avec tes nombreux rappels, j'avais un petit peu de mal à me libérer, donc merci d'avoir insisté. Ouais. Bon alors, comment est-ce que tu vas? Bah, écoute, ça va. Oh, c'est un petit ça va, ça? T'as des problèmes perso? Non, perso, non, c'est au boulot, là, au boulot, je m'en sors pas. Tu t'en sors pas? Tu t'en sors pas d'où? Je m'en sors pas de partout, Bah vas-y, raconte. Bah, je sais plus, quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois, je me rappelle plus, là, je sais plus ce que je t'avais dit, là, on a entamé une grande transformation, là, dans notre boîte, là. Ouais, t'avais l'air super motivé, il y avait plein de mouvements en interne. Ouais, enfin, c'est vrai qu'il y avait besoin, là, on était complètement enquistés, là, dans un truc, donc il fallait que ça bouge, alors ils sont arrivés, là, avec leurs méthodes, là, les méthodes agiles, machin, truc, enfin, c'était... Il y a un côté super là-dedans, c'est sûr, mais ça bougeait, et puis voilà, quoi. Et alors? Bah alors, on a fait un séminaire, on a fait des réunions, on a lancé des trucs. Mais c'est super, ça. Oui, c'est super, sauf que moi, maintenant, je me retrouve chef de projet. Et alors? Bah, il faut que je gère des trucs, il faut que je gère des équipes, il faut que je gère des réunions, et puis j'y arrive pas, quoi. T'y arrives pas de quoi? Bah, j'y arrive pas, par exemple, mes réunions. Oui. Mes réunions, il y a plein de gens qui sont là, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à l'objectif. En plus, j'arrive pas à aller, je sais pas, T'as celui qui est là, tu ne sais pas pourquoi il est là. Peut-être qu'il s'est trompé de réunion, ou t'as celui qui pinaille sur tous les détails, il n'est jamais content tant que tu n'as pas répondu à sa question. T'as l'autre, tant que tu n'as pas traité son problème, il ne veut pas travailler pour le collectif. Et du coup, je te dis, j'ai l'impression de ne pas réussir, quoi. Et est-ce que tu prépares vraiment tes réunions? Est-ce que tu prépares un objectif pour ta réunion? Est-ce que tu prépares un top, par exemple? Un top? Top, quoi. Allô, quoi. Thème, objectif, plan. Bah oui. Enfin, non, enfin... Mais je sais pas, j'arrive pas à faire pour que les gens, tu vois, ils soient motivés, ils soient impliqués. Tu vois, au début, là, avec le séminaire, avec tout, là, ça volait dans tous les sens. Et puis là, le soufflet, il est retombé et je sais pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas, mais est-ce que véritablement, est-ce que tu leur fais confiance? Est-ce que tu crées un climat de confiance dans ton équipe? Est-ce que tu fais appel à leur créativité? Qu'est-ce que tu fais en fin de compte, pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse se connecter aussi entre eux? Qu'est-ce que je fais j'essaye, je sais pas, je fais des trucs, je sais pas moi, je te dis, j'essaye plein de trucs, je suis perdu. T'es perdu, t'as perdu ta boussole? Ma boussole?
Si c'est pour te fiche de moi... Non, mais vas-y, allez, continue, explique-moi. Non, mais je te dis, j'y arrive pas. Je sais plus où c'est... Mais tiens, par exemple, mes priorités. Elles sont où, mes priorités? Parce que, bon, je t'ai dit que j'étais chef de projet, donc ça veut dire que je gère des projets comme ça, enfin, je gère, voilà, j'essaye de gérer des projets en transverse, mais je suis contributeur sur d'autres projets aussi. C'est-à-dire que moi, il y a des collègues qui m'appellent pour que je participe à d'autres projets. Et puis mes équipes, c'est pareil. Et à un moment donné, je ne sais plus si je dois travailler là-dessus ou là-dessus. Je ne sais plus. Mais est-ce que tu as été voir tes chefs pour dire que ça ne se passait pas bien, que tu n'avais pas forcément trouvé ta place et que tu ne savais pas de quel côté aller? Bah oui. Enfin, non. Enfin, de toute façon, ils doivent bien se rendre compte, mes chefs. Ils voient bien que ça avance pas. Enfin, c'est quand même pour ça qu'ils sont payés, pour regarder ce qui marche ou ce qui marche pas, non? Oh, tu m'as l'air perdu. Toi, tu as vraiment perdu ta boussole, toi. Je te dis, je suis paumé. Voilà, je suis paumé. Enfin... Je te l'avais dit là quand on s'était vu la dernière fois, il fallait vraiment que ça change parce que c'était, voilà, on n'arrivait plus à répondre, on mettait 6 mois et puis au bout de 6 mois, on se rendait compte que ce qu'on avait fait, c'était pas du tout ce qu'attendait le client. Donc tout ce qu'on a mis en place, là, je pense que d'un côté, ça va dans le bon sens. Mais tu as l'impression que nos chefs là, ils ont été voir une conférence ou un truc, là, ils ont vu des outils, des machins, des trucs, et nous, le lendemain matin, il faut que ce soit en place sur le terrain. Mais non, le lendemain matin, sur le terrain, c'est pas en place, quoi. Ouais. Et donc, du coup, leur rêve, là, parce qu'ils ont créé du rêve, et le rêve, il est, enfin, voilà, bah, ça devient un petit peu un cauchemar, quoi. Et puis, je te dis, et puis, écoute, en plus, ça m'énerve, ce truc, ça, oui, je suis pris là, donc, déjà qu'on n'a pas beaucoup le temps de se voir pour boire un verre, ce que je te propose, c'est de passer à autre chose, hein, et puis comme ça... Ouais. Toi, comment ça va? Ah, moi, dans mon taf, ça va super. Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais? Je suis devenue chef de projet. Tu veux qu'on en parle? Pas maintenant. Ouais. Écoute, si tu veux, la semaine prochaine, on organise une expédition apprenante dans l'entreprise. Viens voir. Je garantis rien. Je verrai en fonction de mon agenda. Allez, à la nôtre. Ouais. Nous retrouvailles. Fin de la première scène. Eh bien, écoute, Christophe, voilà, j'ai été présenté l'entreprise. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette organisation, ces équipes, cette ambiance? Bah, écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, on sent effectivement que ça respire un petit peu mieux que chez nous. On voit des sourires. C'est pas mal. Ouais. Il y a un côté qui donne envie. Ça t'inspire? Bah, ça m'inspire, mais c'est pas un truc qu'on pourrait mettre en place chez nous, tu vois, parce que nous, on travaille pas exactement sur les mêmes produits, on n'a pas la même organisation, nos bureaux, ils sont pas faits pareil, enfin, c'est pas possible chez nous, quoi. Oui, mais... Quoi? Non, rien, je vais t'expliquer. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux sur lesquelles on revienne ou que je te réexplique? T'as un temps pour ça? Un temps Bah écoute, un petit quart d'heure. Un quart d'heure, ouais. Ok. Je veux bien tu veux que je te réexplique? Ouais, il y a 2 trucs que j'ai pas trop compris là. C'est quand à un moment donné là, tu nous as expliqué tes histoires de carte et de boussole là. Carte et boussole. Ouais, c'était quoi ça? Ça, j'ai pas saisi là. Alors, donc, dans un premier temps, je t'ai réévoqué le principe des cartes. Ouais. Les cartes de la créativité. Oui, et la créativité là-dedans, c'est ça. J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça vient faire la créativité là-dedans? C'est du management là. La créativité, un peu, dans un premier temps, quand on a lancé effectivement ces transformations managériales, travailler en collaboratif, tous ensemble, on a essayé effectivement d'ouvrir le champ des possibles, et puis en fin de compte, on s'est planté. Voilà. On n'a pas réussi à trouver les bons modes de fonctionnement, et on s'est intéressé à comment fonctionnait la créativité. Créativité, je te redonne une définition, aptitude à avoir des idées nouvelles en fonction d'un contexte donné. On s'est dit, bah, tiens, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que le cerveau créatif fonctionne? Et ça nous a donné quelques cartes pour mieux comprendre, en fin de compte, comment fonctionne la créativité. D'accord. Je t'en repartage 2, par exemple? Bah, si tu veux, oui. C'est bon? Ouais. Alors, on vient de t'expliquer, la créativité, comment ça fonctionne? Eh ben, on fait appel, d'un côté, à son imagination, et puis on veut que ça colle à la réalité. Ouais. Et là, ça va. Et puis, bah, quand tu es en réunion, on réfléchit un peu, et puis en fin de compte, très rapidement, oui, mais, il faut que ça colle au budget, il faut que ça colle et qui va s'en occuper, et on retombe sur un schéma assez proche de la réalité, parce qu'il faut le mettre en place.
n'a pas forcément le temps, etc. Ok. Ça te va? Oui, oui, c'est ce qu'on fait, oui. Alors, en fin de compte, c'est aussi de comprendre qu'il existe un processus pour avoir des idées. Et donc, la première étape, c'est un peu comme le saut en hauteur. Quand tu veux sauter haut, il faut prendre du recul. D'accord. Et il y a une première étape qui va être de clarifier. Clarifier, c'est de pouvoir poser les questions. Des questions. Avant d'avoir des idées, véritablement, c'est de se poser les bonnes questions, des enjeux, du pourquoi, de l'historique. De pouvoir aussi faire un travail d'observation, de recueillir des données, de se renseigner sur le sujet que l'on a à traiter. D'accord. Prendre ce temps, en fin de compte, de bien identifier la problématique et l'angle d'attaque. Ok. Et donc, en fin de compte, ça va te donner comme un saut en hauteur, ça va te permettre ensuite de mieux partir dans l'imaginaire et d'être plus efficient pour avoir des idées. OK? Alors, la deuxième étape, c'est là où, effectivement, on situe souvent la créativité, ça va être l'étape où on va imaginer. Donc là, je te fais la petite ampoule. Et donc là, véritablement, c'est le brainstorm, c'est des différentes techniques qui vont nous permettre de monter dans l'imaginaire. Et là, on va faire appel, en fin de compte, à cette posture d'ouverture, d'imagination. Là, on est fort, nous, pour ça. Ouais. Voilà. Et donc, on va utiliser différentes techniques et méthodes pour monter progressivement dans l'imaginaire. Okay. On va avoir à un moment une espèce de connexion de grâce entre différentes idées. Et là, on va avoir des idées, des pépites qui vont arriver. Ça, c'est le deuxième processus, dans le métaprocessus, avec une posture de divergence. Sauf qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que si tu redescends trop vite à la réalité, finalement, c'est le fameux brainstorm où tu as produit plein de choses assez intéressantes sur ton mur, mais si tu la réexploites tout de suite dans le monde de la réalité, tu ne vas pas beaucoup plus loin qu'un processus classique. Donc, on va avoir une troisième étape qui va être aussi ce qu'on appelle la partie structurée. Structurée, ça va être aussi de prendre le temps, avec différentes méthodes et outils, de progressivement faire redescendre tes pépites, avec différentes méthodes, pour redescendre progressivement sur le chemin de la réalité. Et de ne pas forcément appliquer une bonne idée. On a besoin aussi d'associer, d'améliorer, de structurer, de prioriser les idées avant de les mettre en place. Ça te va? Oui, ça me parle tout à fait. Alors déjà, ça, nous, on n'a pas fait. De toute façon, je leur avais dit, on ne s'est pas suffisamment posé de questions avant de se lancer dans le truc. Là, ils nous ont pondu leur machin, là, et donc ça, on n'a pas fait. Alors ça, des idées, ça a émergé partout, ça c'est sûr, mais je pense qu'effectivement, c'est comme tu dis, il y en a qui sont restés en haut, là. Ils sont toujours en haut, elles doivent être là-bas, il faut qu'on aille les pêcher, je ne sais pas comment. Et puis il y en a d'autres, c'est retombé là, quoi. Donc véritablement, c'est aussi de comprendre ce processus et qui anime en fin de compte toute la réflexion aussi de tes projets. Ok. Et on va faire appel aussi à des postures que l'on peut expliquer aussi, c'est la posture en fin de compte de divergence, cette faculté en fin de compte d'un seul sujet à ouvrir pour en avoir plein. Et à chaque fois, on fera aussi appel à une autre posture qui est la posture de convergence. Ok. Divergence, convergence. Convergence. Et un cerveau créatif a cette faculté à faire appel à ces deux postures. Tu me donneras ça ou faut que je note? Non, je te le donne, cadeau. Super, merci. Donc ça, c'est une première carte que je voulais partager avec toi. Wow. Le processus. Ça marche? Ouais. Autre chose aussi, c'est de comprendre aussi comment l'individu est créatif. D'accord. Et là, on s'est intéressé aux travaux de Teresa Amabile, qui est une chercheuse américaine, et qui s'est aperçue qu'il existait 3 composants qui permettent à un individu d'être créatif. Le premier, c'est en fin de compte, est-ce que j'ai envie? J'ai envie, c'est le principe de la motivation. Et on est sur une motivation intrinsèque qui vient de là, qui vient du cœur. Ça ne vient pas, en fin de compte, tu ne peux pas obliger quelqu'un à être créatif. Véritablement, c'est sa motivation sur le sujet. Est-ce qu'il a un intérêt au sujet? Ça, c'est un premier ingrédient qui est primordial. Et toi, en tant que manager, c'est véritablement de pulser sur la motivation. Okay. Un autre élément, c'est est-ce que je sais? Est-ce que j'ai des compétences ou est-ce que j'ai de l'expertise sur le sujet? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi me nourrir sur le sujet? D'accord. Et le troisième ingrédient, c'est est-ce que je suis? Est-ce que j'ai cette aptitude, en fin de compte, à ouvrir le champ des possibles, à pouvoir oser exprimer des idées nouvelles? En gros, si tu n'as pas dans ton équipe quelqu'un qui a envie, qui sait et qui est créatif, tu ne peux rien faire, quoi. Alors c'est l'intérêt, effectivement, de travailler aussi en mode collaboratif. Primordial, l'envie. Ensuite, sur le « je suis créatif », je pars d'un principe que tout le monde est créatif. Ce qui va nous différencier, c'est le « comment ». D'accord ? Je te l'expliquerai une prochaine fois. Et le « je sais », tu vas partager ces différentes expertises entre les différentes personnes.
Ok. On est souvent dans un mode de fonctionnement de « je sais, j'ai mon expertise, et surtout je ne la partage pas, et je ne veux pas croiser avec les autres ». Ce qui va être intéressant quand tu vas travailler en équipe, c'est de pouvoir partager ces expertises et nourrir l'ensemble de ton groupe. Ok. Et ça va fonctionner s'il y a une quatrième composante qui fonctionne, qui a été aussi expliquée, c'est la notion aussi de l'environnement. Est-ce que toi, en tant que manager, tu as créé l'environnement pour que la personne soit en confiance? Hey, mais... Donner des idées, c'est pas simple. Hein, et souvent, on dit souvent qu'une bonne idée, c'est au départ une idée loufoque. Donc comment oser aussi annoncer sa différence et de pouvoir avoir ce pas de côté, si je n'ai pas confiance dans le groupe dans lequel je suis pour pouvoir m'exprimer? Et toi, en tant que manager, c'est aussi de cultiver cette notion d'ouverture et de bienveillance, de non-jugement, pour que chacun puisse aussi trouver sa place et puisse s'exprimer dans tes groupes. Ok. Ça va être primordial. Donc ça, c'est tes cartes, c'est ça? Ça, c'est 2 cartes que je voulais partager avec toi. Ok. Et les boussoles, alors, c'est quoi? Parce que tu nous as parlé des cartes, je vais poser ça là, si tu veux. Alors, les boussoles. En fin de compte, comme tu l'as vu, en tant que manager, on est souvent paumé dans ce nouveau principe de réorganisation, de collaboration. Et on s'aperçoit aussi que ça transforme nos modes managériaux par rapport à ce qu'on a pu voir à l'école, par rapport à ce qu'on a pu enseigner, par rapport aux anciens modes de travail. Et donc, véritablement, ça a été aussi de réfléchir à nous, nos boussoles qui nous permettent de nous repérer dans ces mondes un peu paradoxaux où, d'un côté, il faut qu'on puisse travailler en équipe, mais en même temps, on va évaluer la performance individuelle. On est là pour motiver un collectif sur le bien travailler ensemble, le bien-être, mais en même temps, on veut des KPI de la performance. Et on était un peu paumé là-dessus. D'accord. Et on a trouvé, en fin de compte, des boussoles qui nous guident aujourd'hui dans nos actions managériales. C'est comme un peu une charte managériale, quoi. C'est un peu ça. En plus simple. Exactement. Ok. Alors, on y va? Bah, je veux bien, ouais. Alors, la première chose qui nous a paru importante pour qu'on puisse avoir ces repères, c'est de pouvoir proposer un cadre. Oui, bah, moi je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui dans mon équipe, là, c'est le cadre. Parce que là, c'est parti dans tous les sens, j'arrive plus à rien contrôler. Il faut que je verrouille à fond, là, je pense. Ouais. Le principe de se dire, t'es créatif, fais ce que tu veux, ta carte blanche, ça ne fonctionne pas. On a besoin, en fin de compte, d'objectifs clairs et d'un défi à pouvoir atteindre. D'accord? Donc, on a besoin de cadres aussi avec des méthodes de travail. Dans l'agilité, par exemple, ils travaillent avec beaucoup d'outils et beaucoup de méthodes pour pouvoir être efficients dans la réflexion. Ouais. Donc là, c'est pareil, tu as des structurations, effectivement, dans de la réflexion. Et puis, on a besoin aussi de fixer des règles du jeu. Quand tu travailles avec tes équipes et que tu fais tes réunions créatives, c'est de pouvoir, au départ, fixer ce cadre en début de réunion pour que les gens se sentent à l'aise dans cette expression. J'arrive, je leur dis, voilà, c'est comme ça, voilà les règles, vous m'écoutez, et puis... Oui et non. C'est-à-dire que ces cadres-là, que tu vas poser en début de session, il faut que tu le co-construis avec ton équipe. Les règles du jeu, ce n'est pas toi qui vas les imposer, c'est que tu vas les travailler avec ton équipe, créer votre pacte. Mais ça me va, je te dis, je pense que je n'ai pas assez verrouillé, là, il faut que je verrouille beaucoup plus, parce que c'est parti dans tous les sens, donc... Alors attention, cette boussole, elle fonctionne si ton cadre, il est ouvert. Cadre ouvert. Bien sûr. C'est-à-dire ? Un des premiers fondamentaux de la créativité, c'est ouvrir le champ des possibles, être dans cette possibilité. Donc, véritablement, c'est d'encourager l'ouverture d'esprit, la prise de risque dans tes équipes. Toi, lorsque tu vas faire tes réunions, c'est effectivement de les cadrer, de mettre un objectif, de les préparer, de fixer cette règle du jeu avec les personnes, et ensuite, accueillir ce qui va se présenter. Favoriser aussi les pas de côté, encourager les prises d'initiative, cultiver cette ouverture d'esprit. Donc si je comprends bien, là, parce que c'est un peu paradoxal ton truc là, c'est quoi? C'est mettre le curseur entre quelque chose qui est cadré et quelque chose qui est ouvert, c'est ça? Avec de la conscience. La conscience. Okay. Là, je te dessine un petit cadre, cadré et en même temps pouvoir l'ouvrir. Ok, donc ça c'est une boussole, c'est ça? Ça, c'est une première boussole. D'accord. Je te présente la seconde? Bah, si tu veux, ouais. Alors, la seconde, elle va fonctionner si on a un collectif. Ah oui, alors là, pour le coup... Je dois reconnaître quand même que tout ce qu'on a fait, le séminaire, tout ça, là, au niveau du collectif, ça a généré quelque chose. Là. On sent de l'entraide, on sent les gens... Voilà. Hein? Et donc, ce collectif, c'est véritablement, c'est cette chance, en fin de compte, de pouvoir... Tu sais, on le parle souvent, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ouais. Donc là, on a... Ils l'ont fait chanter, ça, au séminaire. Ah ben bien sûr. Donc, ce collectif, il est primordial. Mais il va fonctionner s'il est individualisé. Individualisé. Individualisé, c'est... Tu n'es pas là pour cloner ton équipe. Tu n'es pas là pour que tout le monde puisse se ressembler. Et tu es là aussi pour encourager la différence des personnes. Encourager
les différents profils. Écouter les besoins de ton équipe. Écouter les besoins, c'est pas marqué assistante sociale non plus, quoi. Enfin... Et véritablement, si tu n'es pas à l'écoute des besoins des différentes personnes, comment veux-tu qu'ils soient ouverts pour travailler sur un objectif, un bien commun, un bien collectif? Quel est leur intérêt à participer à cette démarche collective? Oui, mais ils sont tout le temps en train de pinailler leur truc. Enfin, si tu ne traites pas leurs problèmes, là, ils ne se mettent pas dans le sens du collectif. Et regarde-toi la semaine dernière, lorsqu'on s'est vu pour boire un pot ensemble. Tu étais exactement dans la même posture. Ouais. De pinailler sur tes petits problèmes. C'est des gros problèmes que j'ai aussi, moi. Chacun a effectivement ses propres problèmes. Donc sois aussi dans une écoute, valorise tes individus, donne-leur une place primordiale. On est vraiment dans une règle aussi du 1 égale 1. Chaque personne est importante dans ton équipe et valorise les compétences et les différences de chacun. C'est une véritable richesse. Je vais essayer, mais ça prend du temps tout ça aussi. Et donc, on arrive à notre troisième boussole, qui va être de pouvoir prendre le temps. Prendre le temps, c'est aussi de pouvoir, à un moment ou à un autre aussi, faire un pas de côté. Prendre le temps, c'est de prendre de la hauteur aussi sur ce que tu gères. Être dans la puissance aussi de cultiver le flow, cette présence à l'action même. Et puis cultiver aussi des moments informels dans ton équipe. Mais comment tu fais pour prendre le temps si tu n'en as pas du temps? Moi, j'en ai pas du temps. Eh bien, on va prendre le temps d'être efficace. Prendre le temps d'être efficace. Voilà. Alors, prendre le temps d'être efficace, c'est aussi un changement de posture aussi pour toi en tant que manager, de ne plus être dans le contrôle ou l'évaluation, mais véritablement d'être un briseur d'obstacles. Briseur d'obstacles. Ouais. Hier, lorsque j'étais à la conférence sur l'agilité, on a beaucoup parlé du métier de facilitateur, de créer les conditions les plus favorables. Et donc, c'est véritablement un changement de posture où toi, tu vas créer les conditions favorables pour que tes équipes puissent bien faire leur job. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être briseur d'obstacles, pour leur faire gagner du temps, pour qu'ils fassent bien leur travail? Tu es en train de me dire qu'il faut que je prenne du temps pour gagner du temps, c'est ça? Exactement. Ok. Et donc, ça va être aussi de cultiver ces moments où les gens vont se rencontrer aussi de façon informelle pour pouvoir mieux se connaître et pouvoir mieux partager aussi leurs idées, leurs projets, leurs réflexions. Bon, c'est bien, ça fait un peu rêver ton truc là. Donc, je te fais un petit bonhomme en lévitation avec sa petite boussole. Ah oui, à ce point-là quand même. Eh ouais, eh ouais. Et donc, le rêve, c'est super. Ça, c'est notre dernière boussole. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour faire rêver tes équipes? Je fais pour faire rêver mes équipes, je sais pas, je leur parle du projet, je leur parle d'où on veut aller, je leur parle du why. Tiens, j'ai appris ça aussi, le why, le pourquoi. Exactement. Quel est le sens que tu donnes aujourd'hui à la mission de chacun? Est-ce qu'aujourd'hui tu proposes une vision audacieuse qui fait rêver tes équipes? Quelque chose qui les met en énergie pour avancer? Oui, le problème c'est que, je te dis, ils nous ont offert du rêve à un moment donné, mais t'es toujours rattrapé par la réalité du quotidien, donc... Eh bien, c'est exactement ça, il faut que ton rêve soit aussi réaliste. C'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus pour inventer des choses qui ne soient pas atteignables. Et donc, véritablement, il faut que tu sois en phase dans tes projets d'entreprise avec tes propres valeurs, sois aligné avec tes valeurs et aussi l'ADN de ton entreprise. Cherche aussi à prioriser les actions. Et puis ensuite, beaucoup de bon sens, un peu de simplicité, d'authenticité dans les relations que l'on a avec les uns et les autres. Et puis de façon pragmatique, si tu veux avancer dans tes projets, sois réaliste. Petit pas par petit pas. Donc c'est ça tes boussoles en fait? Exactement. C'est un peu paradoxal quand même. Et c'est bien ce que je voulais partager avec toi. Tout ça c'est paradoxal et ça va fonctionner si on a la puissance du « et ». La puissance du « et », c'est d'être dans ce lien. Ne plus choisir entre intuition et logique, rationalité et imagination. C'est un peu comme le truc là de yin et yang, masculin, féminin, donner pour recevoir. Désir et sérieux. Regarder son côté sombre pour développer son côté lumineux. Voilà. En fait, c'est du lien, quoi, c'est ça? C'est offrir du lien. Ne plus être dans le oui mais, dans cette énergie du renoncement ou du choix entre deux postures, mais véritablement chercher à créer le et. C'est de l'amour, en fait. C'est de l'amour. L'amour pour toi, l'amour pour les autres. Et une confiance, effectivement, dans tout ça. Donc, ce qu'il est en train de me dire, c'est que je prends tes boussoles, là, je prends ta feuille, j'arrive avec mon équipe demain et je leur dis, voilà les gars, j'ai trouvé le truc, et c'est bon, ça marche. Oui et non, mon cher élève Padawan. Cher élève Padawan, ta voie du « et » tu expérimenteras.
tes boussoles tu trouveras. Va, que la force du et soit avec toi. Voilà, nous avons partagé avec vous cette puissance du « et » qui nous anime aujourd'hui et qui était véritablement une posture ou des clés qu'on voulait aussi vous proposer pour ne plus être dans cette opposition de sérieux et plaisir et que véritablement le « et » c'est une voie qu'on expérimente nous toujours au quotidien et qui permet en fin de compte de donner aussi des points d'ancrage avec les équipes pour effectivement mieux collaborer. Alors, on vous propose un petit exercice, du coup, il nous reste une vingtaine de minutes. C'est prendre le temps, chacun, de réfléchir à une situation que vous avez dans votre vie professionnelle et ou personnelle, dans laquelle, justement, vous êtes confronté à un paradoxe, à une chose et son contraire, et puis de la partager avec un de vos voisins, ou deux ou trois de vos voisins, et de se dire, tiens, voilà, j'ai ça ou ça, si je mets du et, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça me rend plus tranquille par rapport à la situation? Est-ce que ça génère ou ça fait émerger une autre situation, une autre solution? Donc on vous propose un temps de partage là, de 5-10 minutes, enfin, d'abord 2-3 minutes de réflexion individuelle, ensuite de partager avec vos collègues, puis après les personnes qui sont assises autour de vous, et puis après on va partager ensemble sur qu'est-ce que vous a fait cette petite expérience. C'est OK? Et puis d'échanger avec vous, enfin, si vous avez des questions, bien sûr, on est à votre disposition pour approfondir ou répondre aussi à vos interrogations. 10 minutes de ce petit exercice et après 10 minutes de questions. Donc, quels sont les paradoxes auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Et je pense aussi, on a encore des enfants, à l'école, on en a des paradoxes. Hein. C'est vas-y, dis ce que tu penses, mais pas trop fort pour pas déranger la classe. Hein? J'avais remis après le... J'ai appuyé sur faire exprès. Ça pète. Oui, je te voyais. Bah, écoute, en même temps, on est dans la réflexion et le plaisir, donc... Hein? Oui, on peut demander au monsieur de nous prendre en photo. Et je peux vous demander de me prendre une photo? Pas être en... Le code, c'est 15 euros. Ouais.
On y va? Oui. À peu près. Ça, c'est avec... Je sais bien. Hein? Ça est derrière, vous voulez que... Ouais, mais ou avec le... On voit qu'il y avait du monde dans la salle. Est-ce qu'il y a des volontaires pour partager une partie de leurs échanges? Est-ce que vous voulez un petit peu plus de temps? Vous êtes partis à fond dans les paradoxes. Qui souhaite partager quelque chose ou une partie des échanges que vous avez? Bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai noté quelques petites choses qui m'arrivent dans le travail. On nous demande effectivement de partager des moments informels, mais c'est sans trop empiéter sur la vie personnelle des collaborateurs. Donc, faut toujours être dans la mesure idéale. Ensuite, il faut construire des liens interservices, comme vous avez dit, mais souvent il y a de la distance physique, enfin réelle. Voilà. Ça aussi, c'est pas évident. Sinon, j'ai aussi noté que des fois, le cap de la direction même n'est pas très clair. Et que du coup, c'est compliqué de communiquer dessus et de savoir là où on va. Puis, j'ai aussi noté que prendre le temps, c'est pas une donnée chiffrable. Enfin, on veut bien prendre le temps, mais il faut rendre des comptes sur le temps passé. Et ça, c'est aussi compliqué. De dire qu'on a réfléchi tout ce temps-là, c'est pas évident. Voilà ce que j'ai pu mettre en rapport avec le monde du travail que je connais aujourd'hui, qui n'est pas du tout dans le monde des développeurs et tout ça. Ouais. Et est-ce que le fait justement de mettre du « et » du coup entre ces choses qui semblent incompatibles, est-ce que ça donne des pistes de... Alors, est-ce que ça rassure dans un premier temps? Oui. Oui, ça rassure, mais ça demande un... Et Et ça demande un travail quotidien et un rappel assez régulier pour se le redire, remettre en place. Et voilà. On partage ici simplement une posture qui est de se dire oui mais, ta, ce que vous venez de faire. on le fait tous. Et on le fait tous. En tout cas, je on l'a vu hier dans la première conférence, on va plus focaliser justement sur ce qui ne fonctionne pas. Et véritablement de vous mettre dans cette posture du oui et. Oui et, c'est de se dire, ok, ça c'est ce que j'ai identifié, donc comment faire pour ne plus accepter ces problématiques de distance et de se dire, comment est-ce que la distance peut devenir aussi un atout? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement transcender cette notion-là? Donc, on est effectivement dans ce constat, mais être dans cette posture du oui et. Et qu'est-ce que je peux faire? Comment faire pour? Se mettre dans une posture où on n'est plus dans l'acceptation des problèmes, et on va plutôt chercher à jouer cette association. Et c'est OK, surtout. Autre partage? Merci. Oui. Un des paradoxes, moi je rencontre le plus souvent dans des équipes de réalisation, c'est il y a toujours des leaders qui veulent poser en fait le cadre et structurer les choses en disant bah voilà, je veux qu'on fonctionne comme ça dans l'équipe, on se met des normes, on se met plein de choses, et c'est souvent les premiers en fait à sortir du cadre et à contourner les règles généralement qui sont eux-mêmes souvent édictées. Et dans ces conditions-là, je trouve que c'est souvent un peu compliqué, ce qu'on me disait, vous disiez, il y a toujours le oui mais, donc il y a toujours une bonne raison de ne pas sortir du cadre, mais généralement ce qui est compliqué c'est la prise de conscience de peut-être que le cadre doit évoluer plus que je dois sortir du cadre ponctuellement quand ça m'arrange en fait. Et ça c'est toujours un truc que j'ai du mal en termes de prise de conscience à influer injecter chez les gens en fait, leur rendre compte quand on est pris dedans en fait, il y a toujours une bonne raison, donc la bonne raison justifie toujours et c'est difficile de prendre le recul, je trouve, ces trucs-là.
Il y a une question derrière ou... Non, je trouve que c'est quelque chose de récurrent et j'ai jamais trouvé de bonne façon d'amener les choses, d'amener l'étincelle qui fait que là, la prise de conscience se fait. Alors, parce que justement, il y a toujours, on se cache facilement derrière les mauvaises raisons et c'est pas toujours évident de trouver comment amener ça en fait. Je sais que par essence, alors moi je parle pour moi, je vais faire un on, mais il part de moi, c'est que le cadre, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le cadre. Et en même temps, effectivement, donc quelque part le cadre, moi je me rends compte aujourd'hui que c'est quelque chose de rassurant qui nous rassure, et y compris dans les équipes, on se rend compte qu'en fait, la première action au cadre, c'est on n'en veut pas, mais en même temps, quand on n'en a pas, c'est on va où? Donc, quelque part, on a besoin du cadre. Et en même temps, par essence, on aime bien jouer avec le cadre. C'est-à-dire que on aime bien et donc c'est exactement ce que vous dites sur le fait de le faire évoluer. Et comment on peut le faire aussi ensemble? Parce que peut-être que des fois, là, on peut rejoindre des choses sur les triangles dramatiques avec le côté, entre guillemets, persécuteur. Enfin, l'impression des gens d'avoir un cadre qui, du coup, est plus persécuteur que donne envie d'eux. C'est comment on le crée avec l'équipe, comment on le fait évoluer avec l'équipe, comment on s'assoit tous, on prend conscience qu'il doit évoluer, et comment du coup on va essayer de le redéfinir s'il y a besoin, ou de définir des tolérances, c'est-à-dire, tiens, on a ce cadre-là, il ne bouge pas, on le fait évoluer un petit peu, et on a une tolérance avec éventuellement une fréquence de temps, avec une tolérance qui soit du coup définie, soit en termes de temps, soit en termes de... Souvent le problème c'est que les tolérances ne sont pas définies, et du coup, ça devient des portes ouvertes. Et du coup, le cadre n'existe plus. Bonjour. Bonjour. Dans l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, on a trouvé la lumière. On dit aux équipes, eh ben super, on va vous transformer en agile. Cool, mais vous inquiétez pas, hein. Vous pourrez vous former entre midi et 2 ou dans les meet-up le soir. Donc, alors, la problématique que je vois aujourd'hui, c'est que dans cette course d'obstacles, eh bien, les décideurs, ils ont décidé de pas se donner la capacité de passer au-dessus de la barre, mais ils restent en dessous. Donc, ça fait qu'on a un cadre qui est complètement fermé, avec un collectif qui n'existe pas. Surtout, on prend le temps gratuit pour être efficace. Ah ben non. Et le rêve, il devient pas du tout réaliste. Voilà. Donc là, les images qui sont là, j'ai envie de. C'est comme souvent, ils sont pas là. Donc ils voient pas ça. Ouais. Donc je leur partagerai les tweets et les photos. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, lorsqu'on intervient en entreprise, c'est ce type d'outils aussi qu'on utilise avec des dirigeants pour leur permettre, en fin de compte, aussi de les amener à repositionner les bonnes questions. Et c'est très éclairant aussi pour eux, parce qu'on est aussi dans cette réflexion-là, cette notion de prendre le temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas non plus être tout le temps dans cette course entre midi et 2 le soir si tu ne prends pas le temps de reposer aussi toute cette notion aussi du sens de projet. Et c'est aussi une réflexion aussi qu'on amène aussi, avec laquelle on amène aussi nos dirigeants à se poser ces grands fondamentaux qui sont aussi effectivement beaucoup de bon sens, mais souvent on s'en éloigne. Ouais. Et au final, on a que le cadre, il est déjà fermé et il est encore plus fermé. Et on essaie de dire à nos décideurs là, mais donnez-vous les moyens. Donc regardez la partie de droite là, des images. Là pour l'instant, souvent c'est compliqué. Ouais. Et en même temps, c'est aussi accepter, Damien le disait tout à l'heure, et on parlait aussi pas mal de changements hier, moi j'assistais à la conférence de Sylvie hier soir, là. C'est je pense qu'ils ont une bonne intention, c'est-à-dire que souvent ils se disent « waouh, il faut que je fasse ça », sauf qu'ils savent pas, ou ils sont dans un modèle où à chaque fois, il faut que mon rôle en tant que dirigeant, c'est de définir un cadre, c'est de définir un cap, et ils ont du mal à... Donc c'est comment on accepte aussi que leur intention est bonne, ce qui nous permet peut-être de recréer du lien avec eux et justement de les faire bouger un petit peu et ouvrir le cadre, quoi. Oui. Ah bah, ok. Non, vas-y. Moi, j'avais plutôt une question, parce que du coup, la problématique qu'on a, c'est du coup le temps. On n'a jamais le temps, on court tout le temps. Et quand on prend ce temps-là, ça va me rapporter combien ? Et du coup, concrètement, c'est génial ce que vous avez expliqué, mais concrètement, comment mettre ça en place dans les contextes d'entreprise qu'on a aujourd'hui et que ça reste pas que des concepts, quoi. Comment on fait concrètement ? Alors, donc, moi, je ne partage pas ton quotidien pour te dire concrètement comment faire, mais c'est aussi une prise de conscience que l'efficacité n'est pas forcément à la rapidité.
Donc, pouvoir s'organiser des temps de pause qui vont être justement avec des méthodes structurées pour pouvoir réfléchir aux solutions, c'est aussi faisable. C'est-à-dire qu'on est souvent aussi dans cette notion aussi de prendre le temps d'être efficace. C'est-à-dire qu'il se peut aussi qu'on fasse des tâches de façon répétitive qui n'apportent pas de valeur et qui nous bouffent du temps. Ça, par contre, on les accepte très bien. Par contre, les réflexions qui vont apporter de la valeur, ça, on ne leur donne pas cette place-là. Donc, c'est aussi de chercher à libérer du temps sur des choses qui, aujourd'hui, nous bouffent, qui sont de la répétition, pour offrir cette liberté, effectivement, c'est ce temps de réflexion, de prise de hauteur. Ne plus accepter d'être dans la roue du hamster, où ça tourne et on est dans le tout de suite, et de se dire comment est-ce que je vais pouvoir, aujourd'hui, essayer de me libérer, ne serait-ce qu'1 heure, 2 heures, pour prendre ce recul nécessaire sur mon activité et de voir ce qui ne fonctionne pas, comment est-ce que je peux l'améliorer. Et pareil, je reviens à cette notion de la théorie des petits pas, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas du jour au lendemain fonctionner comme on évoquait à une époque avec Google, maintenant ils ont arrêté, mais cette journée une journée entière pour faire ce que je veux, etc. On ne peut pas non plus être dans ces utopies du jour au lendemain. Par contre, se dire qu'est-ce que je peux moi faire pour me libérer 1 demi-heure pour poser les choses, pour me faire ma petite to-do list d'ouverture pour me donner du temps, sans pour autant aller chercher à transformer les autres ou ce qui se passe autour de moi. On peut aussi se les appliquer pour soi-même. Et par petites étapes, avant de pouvoir effectivement tout transformer. Pourquoi pas l'utopie maintenant? Avec grand plaisir. Et c'est la force du « et ». Et si les dirigeants et les dirigés étaient les mêmes personnes, et qu'ils avançaient ensemble? Ou comment on récupère le pouvoir, c'est l'expérience aussi qu'on a vécue hier avec vous. On est toujours dans des interrogations où là on voit effectivement, c'est une interrogation qui vient de l'intérieur, c'est quelles actions moi je peux faire aussi à mon échelle pour être dans le « et » et transformer aussi mon quotidien. Hier, on a eu pas mal de choses justement sur la reprise de pouvoir ou qu'est-ce qui est en mon pouvoir. Et hier soir, c'est pareil sur le changement. On sait que le changement, tout le monde connaît la phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et en même temps, c'est justement qu'est-ce que je peux changer moi et quel pouvoir je peux reprendre moi. Et quand on fait des interventions sur la gestion du temps, c'est toujours, le sujet il est toujours autour de ça en fait. C'est comment moi je récupère du temps. Est-ce que je veux que ce soit le temps qui me maîtrise ou est-ce que je veux maîtriser mon temps? Ou comment je veux être par rapport au temps et qu'est-ce que je peux faire moi? Et c'est vrai que paradoxalement, il faut prendre le temps pour regagner du temps ou récupérer du pouvoir sur le temps. Et juste ici, ouais. Par rapport à hier, justement, hier après-midi, hier soir, avec mes collègues, on a lu les feedbacks, et d'ailleurs merci à tous des feedbacks sur le keynote d'hier après-midi. Et beaucoup de feedbacks disaient, mais c'était très lent au début, c'était mou, et ainsi de suite. Nous, on a eu, moi en tout cas, je ne peux pas dire nous, mais moi j'ai eu cette expérience de, on se donne le temps de laisser les choses arriver, émerger et de voir qu'est-ce qui va sortir. On n'avait aucun contrôle sur ce qui se passait, mais on voulait juste offrir du temps, qu'un grand nombre d'entre nous, on se plaint qu'on ne l'a pas, et là on voulait juste l'offrir pour voir qu'est-ce qui peut émerger de ce temps-là, et c'est intéressant. J'étais vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui fait qu'on a envie que ça aille vite, en fait. Oui, ça veut dire quoi, lent? C'est-à-dire qu'on a besoin, on dit qu'on a besoin de temps, qu'on n'en a pas assez, et en même temps, quand on nous l'offre, on aimerait que ça aille plus vite. Donc pour moi, je suis encore dans cette interrogation-là, et je la ramène avec moi à la maison. Je vais méditer là-dessus dans le train en rentrant. Et c'est l'éloge de la lenteur, c'est-à-dire que savoir poser les choses, les observer, et accueillir aussi ce qui va venir. Et c'est une autre temporalité qui s'offre aussi à nous. Et on est effectivement, souvent on parlait de la roue du hamster, il y a une autre rythmique qui fonctionne. Moi, je voulais partager avec vous une expérience qui n'est pas une expérience d'entreprise, mais une expérience personnelle et familiale. Parce que, en fait, je reviens tout juste d'1 an autour du monde avec ma famille, mes 3 enfants, et mon mari. Et en fait, le but de ce voyage-là, c'était de prendre notre temps, justement. On a économisé pendant 10 ans pour pouvoir le faire. Et vraiment, on s'est acheté du temps pour pas savoir ce qu'on allait faire, pour voir comment on allait s'adapter, comment on allait vivre ensemble. Et en fait, je m'aperçois, là, en regardant vos slides, qu'on a, en fait, finalement, on a coché plein de choses de ce que vous présentez.
parce que on a petit à petit découvert on a travaillé ensemble pour être un collectif individualisé. On a essayé tout le temps que chacun ait la parole pour dire ce qu'on allait faire au quotidien, parce qu'on savait jamais ce qu'on allait faire le matin pour les semaines qui suivaient. On a été en permanence dans l'agilité, parce que plein de fois on a dû changer en cours de route, on a eu des obstacles, on a eu des moments très difficiles, et puis on a essayé de s'adapter tous ensemble. Et puis tout ça dans un cadre qui était qui voulait être sécurisant pour les enfants, mais où parfois on a eu plein de surprises et on a dû pivoter et bifurquer. Et on a essayé de faire équipe on a utilisé plein d'outils pour développer la bienveillance entre nous, parce que c'est pas tout le temps facile d'être 24 heures sur 24 tous ensemble. Et du coup maintenant je vois bien comment je pourrais appliquer ça dans le monde du travail. Et puis ce que je découvre maintenant, on est rentré depuis 3 mois, c'est qu'en fait le premier avantage qu'on a eu à cette expérience-là, c'est développer l'agilité d'apprentissage. Et en fait de se dire que pour les enfants, ça a été compliqué de leur faire l'école, etc. Mais finalement, ce qu'ils ont le plus appris, c'est apprendre de n'importe quelle situation et de n'importe quel moment. Et je me dis que ça, je pourrais le développer après dans des équipes et développer cette idée-là. Et voilà, maintenant le plus difficile, c'est d'arriver à continuer à faire ça dans la vraie vie et pas simplement dans un voyage qui est un moment extraordinaire. Mais voilà, je me disais que ça, c'est aussi complètement adaptable dans notre vie personnelle au quotidien, quel que soit le contexte en fait. Donc ça m'a beaucoup parlé. Merci. Merci beaucoup de ce partage. Moi, je vous propose peut-être de terminer là-dessus. Je trouve que c'est chouette. On les a imprimés, donc s'il y en a qui les veulent, elles sont ici. Donc, en carte postale. En carte postale. Pour partir un nouveau voyage. On vous souhaite une excellente continuation d'agilité et d'Agile Touraine. Et encore merci aux organisateurs et merci à la technique. Merci à tous.